Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet événement Facebook Live qui est organisé par les éditions Maison des Langues à l'occasion de la sortie d'une toute nouvelle collection pour l'anglais en lycée qui s'appelle Blockbuster. Blockbuster seconde et Blockbuster première dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je m'appelle Frédéric Chotard, je suis inspecteur d'académie IAIPR en anglais dans l'académie de Nantes. Et aujourd'hui, c'est un titre de directeur de collection pour Blockbuster que je m'adresse à vous. Donc bienvenue dans cet événement. On va essayer d'aller assez rapidement et brièvement, mais quand même à l'essentiel de ce qui constitue les nouveautés, l'esprit aussi de la méthode de Blockbuster. Donc il y aura un temps de présentation. Au terme de ce temps de présentation, je prendrai les éventuelles questions que vous pourrez poser. Et puis les collègues éditeurs sont également en lien avec vous là, sur l'espace de discussion. Donc n'hésitez pas, pendant ma présentation, à poser par écrit vos différentes questions qui seront traitées au fur et à mesure ou reprises à la fin. Voilà, alors cette présentation d'abord commencera par un petit rappel sur des nouveautés qui concernent les nouveaux programmes. Bien sûr, j'imagine que vous en avez déjà pris connaissance, mais je voudrais insister sur quelques points qui nous semblent particulièrement saillants, pour ensuite venir sur la description de ce que c'est qu'une unité dans Blockbuster, comment ça fonctionne. Et voilà, donc on verra quelques exemples très concrets à partir d'extraits des différents manuels que nous proposons, donc le manuel de seconde et le manuel de première. Alors commençons tout de suite avec la première image qui va traiter des nouveautés du programme de seconde. Le programme de seconde est orienté culturellement autour d'une thématique, une grande thématique qui s'appelle l'art de vivre ensemble. Et cette thématique est ensuite subdivisée dans un certain nombre d'axes. En fait, il y a exactement 8 axes qui reprennent, disons, qui traitent différents aspects de cette thématique-là. On va trouver la même chose pour la classe de première, avec une thématique qui s'intitule Gestes fondateurs et monde en mouvement, et qui est elle-même découpée en 8 axes. Alors voilà, on va essayer de retrouver la bonne diapo. Ça y est, on y arrive. Merci. Les programmes nous disent qu'il s'agit de traiter dans une année scolaire ordinaire 6 axes sur les 8. Disons au moins 6 axes. Ça peut être 7 ou ça peut être 8, mais c'est au minimum 6 axes. Et chacun de ces axes est à traiter à travers une ou deux ou trois séquences. Voilà. Alors, d'une certaine façon, ça peut introduire en soi une sorte de modification. Cette modification, c'est surtout que ça nous oblige à aller plutôt sur des séquences relativement courtes, même si au minimum, on peut traiter seulement 6 séquences par an, ce qui se faisait déjà assez largement au lycée. Alors, nous avons repris donc ces contenus-là pour Blockbuster, et vous voyez sur la partie droite de cette diapositive un tableau des contenus qui met en lumière très clairement les 8 axes qui sont présentés de façon colorée pour qu'on s'y retrouve bien. Chacun de ces 8 axes étant traité à travers 2 ou 3 séquences différentes. Donc nous offrons du choix, nous offrons différentes possibilités. Pour la classe de première, on retrouve, alors pour le cycle terminal en général, on trouve donc une nouvelle série d'axes que vous connaissez ici et qui sont là aussi traités de façon obligatoire au moins 6 sur les 8 pour chaque année du cycle terminal. Mais cette fois, le programme précise qu'ils sont à traiter à travers une ou deux séquences par axe. Alors, quelques changements dans les programmes, ou peut-être pas des changements de fond, mais surtout des éléments qui sont plutôt renforcés. D'abord une insistance sur la maîtrise de la langue en contexte. Et la langue doit être traitée sous tous ses aspects, les aspects grammaticaux, les aspects lexicaux, les aspects orthographiques et aussi les aspects phonologiques. C'est un point particulièrement important sur lequel on reviendra tout à l'heure. Autre évolution importante des programmes ou confirmation, c'est une volonté d'augmenter pour les élèves le temps d'exposition à la langue en dehors de la classe. Et puis un troisième point qui est le concept de médiation, la notion de médiation qui est présentée comme une nouvelle compétence en écho à une récente évolution du cadre européen commun de référence pour les langues. Alors on va voir un petit peu ce que c'est que cette histoire de médiation. C'est un terme qui était, je dirais, relativement peu employé par les anglicistes, la plupart du temps en lycée, je dirais relativement peu employé de façon théorique, mais en réalité déjà largement mis en pratique dans la réalité de vos enseignements.
Voilà, on parlera de médiation dans quelques instants. Voyons un petit peu comment fonctionnent les unités type que nous proposons donc dans Blockbuster. D'abord avec une précision d'ordre général, le manuel est organisé de façon relativement traditionnelle avec une première partie qui est consacrée à un tableau de contenu, une sorte de sommaire, puis vous avez l'ensemble des unités qui sont proposées les unes après les autres mais rangées par axe, donc 8 parties pour les 8 axes. Et au terme de ces unités, on trouve un certain nombre d'éléments méthodologiques et d'éléments aussi d'aide grammaticale, lexicale, des exercices et des éléments sur lesquels les élèves peuvent s'appuyer pour travailler sur la langue et sur la méthodologie. Mais voyons d'abord comment donc fonctionne une unité, une sorte d'unité type. Je reviendrai sur la médiation dans un petit instant. D'abord voyons la structure donc d'une unité. Elle fonctionne avec tout d'abord une double page d'ouverture, qui est très colorée, très visuelle. On va en prendre un exemple dans un instant. Après cette unité d'ouverture, pardon, après cette double page d'ouverture, ce sont 3 pages de leçons qui associent un certain nombre de textes, de vidéos, de sons, d'activités, et le tout est didactisé. Au terme de ces 3 pages de leçons qui font l'essentiel de l'unité, il y a une page qui s'appelle Mind Map qui est consacrée au lexique, puis 2 pages consacrées au projet final, l'une qui est axée sur la préparation, l'autre sur la tâche elle-même, la tâche finale. Et enfin, et ça c'est pour la classe de première et non pas pour celle de seconde, une double page qui est consacrée à la préparation du bac. Préparation du bac ou même déjà aux activités de bac, puisque, comme vous le savez sans doute, le bac nouvelle version ne se contente pas d'avoir une forme d'épreuve terminale comme on a pu la connaître jusqu'ici, mais des successions d'épreuves au travers des 2 années de première et de terminale. Alors revenons un petit peu sur cette unité, on va zoomer sur d'abord la double page d'ouverture. En voilà un exemple, c'est l'unité numéro 12 qui est tirée du manuel de seconde et qui est une illustration de l'axe qui s'intitule Sauver la planète, penser les futurs possibles. Vous voyez que nous sommes dans une salle de cinéma, vous voyez les spectateurs de cinéma assis dans leur siège, et devant eux, sur le grand écran, une scène tirée du livre de la jungle, le film très récent de Jon Favreau. Alors voyons comment ça fonctionne. Vous êtes installé au cinéma avec les élèves et vous voyez apparaître en fait un certain nombre d'éléments qui sont particulièrement porteurs de sens et qui vont nous permettre de rentrer dans les activités et de rentrer dans l'unité. Quelques reprises du thème du cinéma que vous voyez en haut à droite, nous avons zoomé sur ce clap de cinéma qui fait apparaître d'ores et déjà la présentation du projet final, cette tâche finale que l'on va retrouver à travers toute l'unité. En haut, nous avons zoomé sur le scénario qui contextualise un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et puis le ticket de cinéma sur la gauche reprend 2 éléments importants. Le premier, c'est le titre de l'axe, celui que je viens de citer, Sauver la planète, etc. Et l'élément juste en dessous, c'est sans doute ce qui est le plus important pour nous, concepteurs du manuel, et qui va être très important pour vous aussi, professeurs, c'est la question problématique que nous proposons, celle qui a orienté notre réflexion d'auteur, et qui va orienter, nous l'espérons, la réflexion des élèves. Voilà, donc la question problématique qui va vraiment être constituer la colonne vertébrale de toute l'unité qui vient, ça, avec la tâche finale, les deux étant évidemment intimement liés. Quelques activités de lancement sont proposées qui sont en lien avec l'image de fond, cette scène de cinéma dans laquelle on est immergé, des activités de démarrage, donc avec un petit peu de vocabulaire pour lancer la machine et pour lancer les élèves vers cette nouvelle notion. Je précise tout de suite que si on est dans une salle de cinéma, c'est pas par hasard, on est toujours dans une salle de cinéma, puisque c'est le manuel Blockbuster, et comme son nom l'indique, eh bien, on essaie de se rattacher sur cette thématique-là, la thématique du cinéma, la thématique du succès aussi, que nous souhaitons pour les élèves. Alors, on avance tout de suite sur la fin de l'unité. Vous allez voir pourquoi, parce que nous tenons beaucoup à avoir les 2 éléments finalement de la logique. D'abord, le premier élément qui est celui de la définition de la tâche finale et la problématique. Voilà la question que l'on se pose. Et puis, on va se diriger au travers de toute l'unité vers la réalisation de cette tâche finale qui va constituer une forme de résolution aussi de la problématique. Voyons donc tout de suite la tâche finale. Elle s'organise en 2 pages. Nous zoomons un petit peu là sur la partie de droite, sur cette page de droite, et vous voyez que nous avons
la mise en action avec à nouveau ce clap de cinéma qui présente la situation qui est proposée, voilà la tâche qui est à accomplir, et vous avez 4-5 petits points qui sont autant d'étapes qui décrivent ce qui est exactement attendu des élèves. Il ne s'agit pas de juste leur dire voilà ce que vous avez à réaliser, débrouillez-vous, mais bien de leur définir les étapes qu'ils auront à accomplir. Nous nous efforçons de proposer des tâches finales qui soient claires, qui soient accessibles. On va en donner quelques exemples ici. Et vous voyez surtout que le petit clap de cinéma dont vous vous souvenez sans doute sur la première page d'ouverture, vous retrouvez ce même petit clap de cinéma au fur et à mesure des activités qui sont proposées, puisqu'il s'agit de préparer la tâche finale, non pas seulement à la fin de l'unité, mais bien au fil des activités. Je me propose de faire un petit retour en arrière. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une nouveauté dans les programmes qui était la médiation. Je vais d'ailleurs vous proposer une petite diapo qui récapitule un terme que je trouve assez utile, c'est repris des programmes. On nous rappelle que à l'oral comme à l'écrit, un élève dit médiateur, donc qui met en œuvre des compétences de médiation, c'est un élève qui est capable d'identifier des repères culturels qui ne seraient pas accessibles à autrui, et donc de savoir les rendre compréhensibles. Une sorte de rôle d'interface culturelle entre quelqu'un qui n'a pas des codes culturels et quelqu'un d'autre qui les a, par exemple. Un élève médiateur, c'est aussi un élève qui est capable d'animer un travail collectif, de faciliter la coopération, de contribuer à des échanges linguistiques ou culturels ou interculturels. Ce que je voudrais retirer de ça, en termes de définition, c'est que nous avons vu la compétence de médiation sous deux angles principaux. D'une part, la médiation linguistique, qui permet donc de passer, comment dire, de jouer l'interface entre deux personnes ou deux entités qui ont besoin de communiquer entre elles mais qui ne peuvent pas le faire directement pour tout un tas de raisons, donc médiation linguistique, et puis aussi la médiation culturelle qui nécessite de prendre en compte le point de vue culturel de l'autre et de l'expliquer à autrui. Voilà très rapidement synthétiser la vision que nous avons de la médiation. Alors, conclusion pour nous, comment intégrer ça dans des activités? Nous avons essayé de le faire à travers différentes unités, différentes activités, mais aussi à travers des tâches finales. Et je vais vous donner maintenant quelques exemples de tâches finales qui reprennent des compétences de médiation. Donc ça c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. En voilà une dans laquelle on met en place un débat au sein de la classe entre des défenseurs de différents points de vue qui veulent mettre en avant telle ou telle personnalité. Et la première activité, celle qui est marquée par un petit signe bleu en haut de la liste de tâches, eh bien c'est une compétence de médiation linguistique. Il s'agit ici de désigner un médiateur ou une médiatrice qui va organiser les débats, qui va être capable de reprendre les points de vue des uns, de les reformuler pour les autres, distribuer la parole, etc. Voilà une tâche de médiation linguistique. Autre exemple, cette fois dans une unité qui porte sur l'Australie, il s'agit là de jouer plutôt un rôle de médiateur ou de médiatrice culturelle, c'est-à-dire qu'on va choisir un item culturel qui n'est pas forcément connu de ses camarades et il s'agira d'expliquer pourquoi on a choisi cet item-là, cette personne, cette image, etc. Et donc de jouer ici un rôle de médiation culturelle. J'ai bien conscience que ça n'est pas quelque chose de tout à fait novateur ou absolument révolutionnaire. Ce sont des choses qui se faisaient déjà dans les classes d'anglais, qui n'étaient pas forcément identifiées en tant que tâche de médiation. Les compétences de médiation des élèves n'étaient pas forcément mises en avant comme elles le seront désormais. Donc voilà, c'est une forme d'étiquetage qui est peut-être nouveau, mais sur des pratiques qui, elles, ne sont pas radicalement nouvelles. Alors, pour parvenir à bien réaliser ces tâches finales, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre. Il s'agit donc de faire en sorte que les choses prennent du sens. Et puis, il s'agit aussi de travailler sur de nombreux supports, des supports variés, des supports motivants. Nous l'espérons vivement. Nous sommes attachés à proposer des supports qui ne soient pas tous inconnus, ni tous connus. On essaie de trouver des points d'équilibre de façon à la fois attirer l'attention des élèves sur des choses qui leur parlent, tout en leur permettant d'explorer des domaines qui sont tout à fait nouveaux. Tous les supports que nous présentons sont des supports authentiques, issus de la culture du monde anglophone, très ancrés culturellement. Nous insistons beaucoup là-dessus. Vous voyez par exemple que la double page que je cite ici en exemple, que vous avez sous les yeux, est très orientée autour des États-Unis.
et d'autres seront orientés autour de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, de l'Australie. Enfin voilà, on est sur des orientations qui sont très clairement ancrées culturellement et non pas sur des représentations très, très vastes ou éventuellement caricaturales du monde anglophone dans son ensemble. Quelques exemples de supports variés ici, avec un tableau de Rockwell, un extrait de roman de Steinbeck, quelques affiches de séries qui vous donnent une petite idée de la variété. Et puis, des activités qui tentent de susciter des réflexions interculturelles, voilà aussi un terme qui est repris dans les nouveaux programmes, pour essayer de faire en sorte que les élèves ne se contentent pas de traiter de sujets de façon très universelle, ni uniquement en donnant leur propre point de vue sur les choses, mais en essayant de décentrer leur point de vue, d'accepter l'idée que dans le monde anglophone, dans toute sa richesse et dans toute sa variété, il y a beaucoup de points de vue qui sont très différents de ceux qu'on peut trouver en France. Et le point de vue, par exemple, des Indiens anglophones sur la façon dont on peut traiter les animaux, c'est une vision qui est intéressante, qui n'est pas nécessairement la même que celle qu'on va trouver en Australie, en Écosse ou en Californie, et encore moins peut-être en France. Donc ce travail sur la réflexion interculturelle nous paraît à la fois très important, tout à fait conforme au programme, mais aussi, nous le pensons, très motivant pour les élèves. Alors, voilà très rapidement présenté la façon dont je dirais le fil rouge de la mission finale, de la tâche finale et de la problématique est organisé à travers les unités de Blockbuster. Maintenant, quelques focus sur des points qui nous paraissent être des points forts de la méthode. Le premier étant la prise en compte de la diversité de compétences des élèves. L'hétérogénéité de niveau des classes est importante dans les classes de seconde, on le sait très bien, dans les classes de première également d'ailleurs. Et la différenciation pédagogique, c'est souvent une affaire complexe et difficile à prendre en charge par les professeurs. Nous proposons un certain nombre de solutions à travers Blockbuster que nous espérons sont simples et autant que possible efficaces. La première, c'est une approche de la pédagogie différenciée que nous avons voulu très simple. Nous sommes ici là dans une activité du manuel. Toujours, c'est l'unité sur l'Inde et sur les animaux dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui était introduite par le livre de la jungle de Favreau. Voici une activité qui est proposée. Vous voyez, c'est un travail de lecture, de compréhension écrite. Et puis, on a zoomé en haut à droite sur cette icône rouge, c'est écrit fiche pédagogie différenciée. Alors on a ici deux choses. D'abord, ça vous rappelle que Blockbuster, ça n'est pas seulement le manuel, mais c'est aussi un ensemble de fiches, des fiches qui portent notamment sur la pédagogie différenciée, mais aussi d'autres qui portent sur le lexique, etc. Enfin, il y a différents éléments dont je reparlerai tout à l'heure. Et cette fiche-là, qui est proposée en complément, porte sur la pédagogie différenciée. Notre approche a été la suivante. On peut différencier de bien des manières. Ce que nous avons choisi de faire, c'est de permettre aux élèves de travailler tous sur les mêmes supports. Nous n'avons pas travaillé sur la différenciation des supports essentiellement. Nous avons surtout travaillé sur la différenciation des activités autour des mêmes supports. Dit autrement, nous pensons qu'il est important de permettre aux professeurs de travailler sur la même chose, sur le même thème et sur le même support, mais d'aménager les parcours pour que les élèves les plus rapides puissent avoir des questions, des activités, des propositions qui soient plus complexes et plus conformes à leurs attentes, et les élèves qui sont plus en difficulté puissent avoir des chemins mieux balisés avec davantage d'aide et de soutien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deux chemins systématiquement proposés à chaque fois que vous voyez apparaître le logo pédagogie différenciée. Et donc, deux fiches à chaque fois, fiche A, fiche B. Voilà un exemple. C'est un exemple qui est tiré d'une autre unité, mais le principe est exactement le même. Voici la fiche A, et voici la fiche B. Vous voyez un certain nombre de modifications. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus important, c'est que dans la fiche A comme dans la fiche B, on retrouve les activités A, B, C, D. Ça va vous permettre de faire une mise en commun ou un corrigé collectif à la suite de ce travail si vous le souhaitez, parce qu'on aura pu suivre différents chemins, mais on pourra arriver tout de même à des considérations et à des éléments de mise en commun collectif par la suite. Voilà, une approche qui est vraiment simple, mais qui, nous semble-t-il, est peut-être efficace et impactante pour la prise en compte de la différenciation dans vos cours. Ces fiches sont des fiches photocopiables et donc ce sont des fiches sur lesquelles les élèves vont pouvoir directement écrire et ensuite coller dans leur cahier ou glisser dans leur classeur. Voilà un exemple de pédagogie différenciée qui nous semble
utile. Quelques autres exemples, je vais prendre celui de l'évaluation. Nous proposons des grilles d'évaluation qui sont associées aux tâches finales. Alors vous me direz que ça n'est pas très original, les grilles d'évaluation, ce qui est tout à fait vrai, ce sont des échelles descriptives qui proposent, selon différentes focales, par exemple l'apport culturel ou encore le lexique, la grammaire, etc., et bien qui proposent différents degrés de sortie, différents degrés de compétences. On peut être au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. Globalement, ça peut correspondre à un niveau A2, un niveau A2+, ou un niveau B1, par exemple pour la classe de seconde. Là où nous sommes vraiment dans une logique de différenciation, c'est à la fois parce qu'on considère que tous les élèves ne peuvent pas viser exactement le même niveau à la fin d'une unité, ça tombe sous le sens, mais nous considérons aussi que les élèves qui sont à un premier niveau de réussite ne sont pas que dans l'échec, ils savent faire des choses. Donc si vous regardez attentivement les détails de ces grilles d'évaluation, vous verrez que nous nous efforçons d'utiliser des descripteurs positifs pour montrer ce que les élèves savent faire et leur montrer le chemin à suivre. Par ailleurs, des grilles d'auto-évaluation et aussi de co-évaluation reprennent le même principe de l'évaluation différenciée et positive. En voici un exemple qui reprend à peu près les codes et qui permet aux élèves de s'emparer de ces grilles d'évaluation. Voilà pour ce deuxième élément concernant la différenciation pédagogique. Je voudrais en citer un troisième qui est plutôt de l'ordre de l'appareillage didactique autour des supports qui sont proposés. Un support de compréhension orale ou un support de compréhension écrite, par exemple, peuvent très vite enfermer les élèves et les classes lorsque on les associe à toute une batterie de questions très fermées, dans lesquelles, ma foi, c'est difficile d'échapper à la bonne réponse qu'il s'agit de donner au bon moment. Et quand on est dans une classe à effectif important, quand on est dans une classe avec beaucoup de variations de compétences entre les élèves, c'est vraiment difficile à gérer. Donc nous avons essayé, non pas de ne pas poser de questions aux élèves, ce qui serait sans doute peu opportun, mais d'essayer de proposer des questionnements ouverts pour que chacun puisse s'exprimer à différents degrés de complexité linguistique, mais aussi simplement sur le fond de ce que l'on peut dire. Vous voyez quelques exemples ici. On a zoomé là dans une page sur le thème des héros et anti-héros américains. Je vois par exemple en haut à droite le petit C, come up with your own definition, ou encore le petit D qui est tout en bas, what do these characters have in common? Voilà des questions ouvertes. On peut les traiter simplement, on peut les traiter de façon plus complexe, mais il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une bonne réponse et d'autres qui seraient mauvaises. Éléments de différenciation, je dirais, naturels dans les propositions pédagogiques donc, qui sont faites. J'ajouterai un point, c'est que nous proposons également, et vous envoyez quelques exemples sur cette page, des éléments qui sont surlignés en jaune fluo. Ce sont des amorces de phrases qui permettent tout simplement aux élèves qui seraient plus en difficulté sur la prise de parole de se lancer. Parfois c'est tout simple, mais des élèves ont des choses à dire, éventuellement ils ont quelques idées, mais le seul fait de démarrer la phrase est déjà en soi assez délicat. Et voilà, nous n'oublions pas ces élèves-là et les amorces que nous proposons, même lorsque ce sont des amorces qui peuvent paraître très simples, peuvent être assez salvatrices pour un certain nombre d'élèves. Je poursuis toujours sur des aspects qui me semblent propices à la différenciation pédagogique, avec une approche qui est liée à l'anticipation des contenus. En effet, lorsqu'on travaille sur la compréhension orale ou écrite, il s'agit de mettre en œuvre des stratégies d'écoute, des stratégies de lecture, qui pour certains élèves sont très bien mis en place. Ils le sont peut-être déjà depuis un certain temps, depuis le collège, et pour d'autres élèves ne sont toujours pas du tout mis en place au niveau du lycée. La solution, c'est de pousser les élèves et d'entraîner les élèves à anticiper les étapes de compréhension. Lorsqu'ils vont devoir écouter quelque chose ou visionner une vidéo, lorsqu'ils vont devoir lire un texte, on ne se jette pas dans le texte comme ça, à corps perdu, on anticipe, on mobilise le lexique, on mobilise les structures, on mobilise le contexte pour s'habituer à mieux écouter, mieux comprendre, mieux lire. Voilà donc quelques exemples que je vais vous soumettre tout de suite. Alors ça va être par ici. C'est juste ici. Non, je crois que je ne le retrouve pas. C'est les situations d'anticipation. Bon, alors c'est ma tête qui apparaît à la place de l'anticipation, mais ça n'est pas très très grave. Je voulais simplement vous dire qu'il y a des petits pictos anticipation. On va les trouver certainement sur d'autres fiches qui permettent, à chaque fois qu'il y a un travail de compréhension orale ou de compréhension écrite,
de ne pas se précipiter sur le support, ne pas se précipiter sur l'écoute ou sur la lecture, mais d'abord de prendre l'habitude de tâcher d'anticiper le contenu, par exemple en voyant un titre ou en voyant une date ou encore en voyant une illustration. Je voudrais terminer sur la partie prise en compte de la diversité des élèves avec cette diapo qui me semble importante. Une méthode pensée aussi pour les élèves dyslexiques. Et oui, les élèves dyslexiques, ils sont dans vos classes, hein, vous le savez. Enfin, parfois d'ailleurs vous ne le savez pas, mais ils sont là, ils ne sont pas toujours identifiés comme tels. Au-delà des dyslexiques, il y a aussi un bon nombre d'élèves malheureusement qui sont en délicatesse avec la lecture, avec l'écrit. Ça vous en êtes bien conscient, à la fois sur les classes de seconde, mais aussi sur les classes de première. Alors ces élèves-là, nous ne prétendons pas avoir la solution magique à tous leurs déboires scolaires et à toutes leurs difficultés vis-à-vis de l'écrit, mais au moins pouvons-nous penser à des manuels qui prennent en compte ces difficultés-là et qui tâchent de faire attention à des questions de présentation de maquettes, de lisibilité du propos, d'utilisation d'une police d'écriture adaptée, d'un interlignage adapté, enfin tout un ensemble. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'en fait il y a de très nombreux détails éditoriaux qui sont ici mis en œuvre. Mais sachez que tout a été pensé pour l'accessibilité maximale de nos supports en direction des élèves dyslexiques et je dirais petits lecteurs ou mauvais lecteurs, ce qui nous a valu d'ailleurs, et nous en sommes très heureux, la validation ou la labellisation par l'ANAPEDIS, c'est une association de parents d'enfants dyslexiques qui sont très attentifs à l'adaptation et à l'accessibilité des manuels. Voilà pour ces quelques éléments rapidement présentés sur la prise en compte de la diversité et des différents degrés de compétences des élèves. Je voudrais maintenant avancer sur quelques éléments qui ne sont pas spécifiquement liés à la logique des unités, mais qu'on va trouver un petit peu dans toutes les pages ou dans de nombreuses pages. Ce sont les aides linguistiques. Comment faire en sorte que les éléments de langue continuent à se construire à travers les cours de seconde et de première. Et oui, car les élèves montant de troisième ne savent pas encore tout à fait tout sur la langue anglaise, ni dans le domaine grammatical, ni lexical, ni phonologique. Voici 3 exemples tirés d'une double page ordinaire, je dirais. Dans cette double page, on a extrait sur la partie basse en vert un exemple d'activité de phonologie, ça s'appelle Train Your Voice, et ça propose aux élèves de travailler donc sur un point de phonétique bien spécifique, bien particulier. C'est associé directement à des enregistrements, bien sûr, auxquels ont accès les élèves, soit en classe, soit en dehors de la classe, hein. Et certaines activités focalisent sur certains phonèmes bien particuliers, spécifiques à la langue anglaise. D'autres, assez nombreuses, d'autres activités proposent une approche qui est davantage liée à la prosodie, à la musicalité de la phrase anglaise, et non pas simplement du son ou du mot. Sur la partie droite de cette diapo, vous voyez aussi dans la partie bleue un rappel grammatical. On renvoie en l'occurrence vers le présent simple tout simplement, avec quelques exemples, quelques phrases d'exemples qui sont tirées directement de l'unité. Donc on contextualise bien entendu ces points de grammaire et on renvoie vers le précis grammatical qui est situé en fin de manuel, dont je reparlerai tout à l'heure, lequel précis grammatical rappelle un certain nombre de règles de base et puis permet aussi à des élèves d'aller un petit peu plus loin. Troisième point d'aide après la phonologie et la grammaire, le lexique. Vous allez trouver de très nombreux encadrés lexicaux, des petites banques de mots qui sont ici sur la partie orange en bas à droite. Nous nous sommes efforcés de remettre des indications phonologiques lorsque les termes risquent d'être mal prononcés, mal interprétés par des élèves francophones. Nous nous sommes aussi efforcés de bien marquer l'accent tonique avec un marquage en orange très très lisible sur la façon d'accentuer les mots. Et puis des explications, soit des traductions lorsque ça nous paraissait opportun. Voilà pour ces quelques éléments qui sont liés à la maîtrise de la langue. Alors je précise tout de suite que dans la deuxième partie du manuel, après les unités elles-mêmes, vous trouvez, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous trouvez un ensemble d'éléments d'aide et notamment des exercices, tout un cahier d'activités en fait qui se trouve dans la deuxième partie du manuel et des exercices qui reprennent les points de grammaire des unités avec des activités bien sûr mises en contexte, la grammaire, mais aussi le lexique, bien entendu, qui aura été vu pendant l'unité. Alors revenons-en
à la grammaire, un précis de grammaire à la fin de l'ouvrage, sur lequel nous avons travaillé dans deux grandes directions. La première, c'est la clarté de la présentation, clarté en termes de mise en page, de pagination, d'illustration, de travail sur les couleurs, sur les polices, là encore, et nous ne nous adressons pas que aux élèves dyslexiques là-dessus, hein. Il s'agit d'avoir un propos qui soit clair, lisible dans tous les sens du terme. Et puis le deuxième axe, c'est une question de clarté, mais aussi dans le fond, dans le propos. Trop souvent, les élèves se trouvent face à des activités grammaticales, pardon, à des précis grammaticaux, qui présupposent leur pleine maîtrise d'un ensemble terminologique très dense. On leur explique par exemple que les adjectifs superlatifs fonctionnent de telle ou telle façon, sans prendre le temps de s'assurer qu'ils ont bien compris ce que c'était qu'un superlatif, ni même ce que c'est qu'un adjectif. Et ça nous paraît souvent risquer de poser problème. Donc nous partons du principe que les élèves ne sont pas forcément des experts en grammaire, et que précisément c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un précis grammatical qui leur parle à eux, avec des expressions très simples. Voici un exemple qui est zoomé sur cette même page ici, vous voyez, sur le comparatif, plutôt que de partir tout de suite sur le comparatif prend more plus ER, etc. On commence par expliquer qu'un adjectif, c'est un mot qui permet de donner une information sur un nom, et on donne un exemple, et ensuite on explique que pour comparer des noms entre eux, il est possible de créer des adjectifs comparatifs. Vous voyez, le langage qui est employé, c'est un langage qui n'est pas un langage d'expert, ce n'est pas non plus un langage qui déforme la réalité, nous nous sommes efforcés de rester évidemment dans une exactitude scientifique aussi irréprochable que possible sur le plan des apports grammaticaux, mais avec quelque chose qui peut parler à des élèves ordinaires je dirais de lycée. Voilà sur ce petit zoom sur la grammaire. Quelques autres zooms sur des outils de langue qui sont évidemment très précieux pour les élèves. Je pense aux fameux verbes irréguliers qui sont souvent une source de difficultés, sinon de souffrance pour tout le monde. Alors je ne sais pas si on va résoudre toutes les difficultés ou les souffrances, mais au moins on a réfléchi à une chose, c'est que l'ordre alphabétique, c'est pas forcément celui qui fait le plus de sens, loin de là. Une mise en contexte et une mise en contexte illustrée des verbes les plus importants, les verbes irréguliers les plus importants de la langue anglaise, nous paraît beaucoup plus opportune, à la fois pour attirer l'attention, mais aussi pour tâcher de mieux mémoriser ces différents termes. Voici deux exemples de pages, il y en a d'autres, mais voici deux pages qui reprennent un certain nombre de verbes, l'un dans un contexte sportif, l'autre dans un contexte de classe, et on comprend à travers ces illustrations, d'abord on n'a pas besoin d'expliquer longuement ces verbes-là, on les voit en action, et on peut espérer que ça va aider aussi les élèves à leur mémorisation, puisqu'ils sont directement mis en contexte illustratif. Pour la mémorisation toujours, je vais continuer non plus sur les verbes irréguliers, mais sur le lexique. On a vu tout à l'heure dans les unités de petits encadrés qui étaient repris régulièrement, page après page, avec le lexique utile pour cette page-là et pour cette unité-là. Mais à la fin de chaque unité, nous nous efforçons de reprendre en fait l'ensemble du lexique qui a été proposé au fil de l'unité. Nous le reprenons dans une sorte de carte mentale que vous voyez ici sur cette diapositive. Carte mentale qui permet de classer les différents termes que l'on a rencontrés par thème. Ici sur ce thème qui portait sur les femmes musiciennes aux États-Unis. Vous voyez que vous avez quelques catégories. Et ce qui est, à mon avis, encore plus important, une proposition systématique de reprise de sa propre mind map, parce que voir une carte mentale, c'est très bien, mais c'est assez passif, c'est pas tellement comme ça qu'on mémorise. Créer sa propre carte mentale, comme vous le voyez là sur la partie gauche en bas, voilà quelque chose qui est, me semble-t-il, beaucoup plus propice à un apprentissage efficace. Sur la partie de droite de cette diapositive, vous voyez quelque chose qui n'est pas directement en fait, présent dans le manuel, mais qui est une fiche. On a évoqué tout à l'heure les fiches, vous vous souvenez, de pédagogie différenciée. Ça, c'est une fiche qui n'est pas de pédagogie différenciée, mais simplement une fiche d'activité complémentaire qui est à votre disposition pour que vous puissiez les mettre à la disposition des élèves. Elles sont imprimables, photocopiables. Et les élèves, une fois qu'ils ont acquis ou quand ils sont en train d'écrire le vocabulaire, ont accès à ces activités de vocabulaire sous forme de fiches complémentaires. Ça vient aussi en complément avec les différentes activités qui sont proposées dans le cahier d'activité à la fin du manuel et dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.
Voilà, on a insisté sur l'importance de ces exercices structurels, réguliers, qui vont permettre aux élèves d'apprendre par l'exercice et non pas simplement par le contact comme ça ponctuel avec le lexique ou avec des points de grammaire. Alors, je pense, avec cette dernière carte, avoir dit l'essentiel de ce sur quoi je voulais revenir. Pour résumer et pour utiliser un terme qui me paraît important pour synthétiser l'esprit dans lequel nous avons fonctionné avec l'équipe d'édition et avec les nombreux auteurs qui ont participé à Blockbuster, c'est la clarté du propos. Nous nous efforçons d'avoir un travail de mise en page, de présentation qui vise à une grande clarté, une grande lisibilité. Et puis aussi sur les contenus, faire en sorte que des sujets souvent complexes, parce que nous n'hésitons pas à aborder des sujets complexes, puissent être traités à un niveau raisonnable pour les élèves de seconde et de première. Alors cette conclusion étant faite, je me propose de regarder quelques questions que vous avez transmises pendant mon propos. Une première question qui porte sur le livre du professeur. Qu'apporte de plus le livre du professeur? Voilà, c'est vrai que je n'ai pas parlé du livre du professeur et c'est pourtant quelque chose qui me semble tout à fait opportun. Le livre de professeur qui est soit disponible au téléchargement, soit aussi disponible dans une version brochée, apporte de nombreux éléments complémentaires qui me semblent utiles, sinon on ne l'aurait pas fait. La première chose, c'est pour le professeur lui-même ou elle-même, c'est de proposer un contexte, de rappeler d'où viennent les différents sons, textes, audio, supports qui sont proposés. Nous supposons évidemment que parmi les dizaines, les centaines même de supports qui sont proposés, personne ne connaît l'intégralité de toutes les sources et de tous les points de vue. Donc des éléments de contexte pour vous éviter de longues recherches pour comprendre de quoi il retourne. D'autre part, de nombreuses propositions qui sont faites de mise en œuvre, des propositions très concrètes, parce que entre le manuel lui-même avec ses différentes activités et sa mise en œuvre, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est l'auteur, en fait, qui a contribué à la rédaction de cette activité, qui a pensé à sa mise en œuvre, qui va vous proposer voilà, comment vous pourriez réaliser la mise en œuvre de telle ou telle activité, comment elle s'inscrit logiquement, comment aussi on peut proposer des sortes d'alternatives. On peut par exemple ici travailler sur deux groupes au lieu d'un seul groupe. On peut ici proposer à des élèves de travailler en interaction plutôt que de travailler en collectif. En fonction aussi du niveau des classes, des contre-propositions peuvent être faites si vous avez des classes plus rapides ou au contraire plus lentes, si vous avez des classes très hétérogènes ou un peu plus homogènes. Voilà, donc de nombreuses propositions qui sont faites, des propositions aussi de production possible par les élèves, pour ne pas se contenter de dire bah voilà la question qu'on peut poser, mais on a aussi essayé d'anticiper les réponses possibles pour les élèves, de façon à ce que vous puissiez essayer de juger si ça semble cohérent par rapport au niveau de classe réel auquel vous êtes confronté. Voilà, donc beaucoup de ressources, j'en pense à quelques autres, les scripts des sons ou des vidéos, des éléments qui peuvent, là aussi peuvent largement vous aider. Je vous recommande vraiment de consulter le livre du professeur lorsque vous attaquez une unité. Ce n'est pas absolument nécessaire, on peut faire sans, j'imagine, mais ça peut vraiment vous épargner en fait beaucoup de temps et d'énergie. Voilà pour cette première question sur le livre du professeur. La deuxième, pardon, je vais juste un tout petit peu plus loin, je précise que ce livre du professeur a été réalisé et a été rédigé par des professeurs. Je le dis parce que voilà, je parle ici en tant que directeur de collection et IAIPR, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé les livres du professeur, pas plus que les unités. Les unités sont réalisées par des professeurs qui ont devant eux des classes de seconde et des classes de première qui sont expérimentées. Et de même, le livre du professeur est rédigé par des professeurs de terrain, donc on n'est pas sur des abstractions théoriques, mais sur des choses très réalistes. À propos de réalisme, une autre question qui a été posée tout à l'heure qui est intéressante, j'ai parlé de méthodologie à travers la tâche finale. Y a-t-il également d'autres types de méthodologies ou de stratégies proposées dans le manuel? Oui, ça c'est une chose qui est intéressante parce que vous vous souvenez peut-être que dans la tâche finale, j'avais rappelé qu'il y a 2 pages de tâche finale dans chaque unité, l'une qui définit précisément en quoi consiste la tâche finale, et puis l'autre page en regard qui donne un ensemble de propositions méthodologiques pour bien réaliser, bien réussir cette mission. Alors ça, vous le voyez, c'est très contextualisé. C'est en fonction d'une tâche donnée qu'on va proposer une méthodologie donnée.
premier élément. Mais il est aussi important pour les élèves de développer des éléments méthodologiques, des stratégies qui soient plus universelles. Par exemple, comment lire efficacement un article de presse ou encore comment réaliser un exposé de façon efficace. Eh bien, ces éléments de méthodologie plus transversale, qu'on peut d'ailleurs imaginer même interdisciplinaires, ces éléments-là sont repris sous forme de fiches qui sont dans le manuel, dans la deuxième partie du manuel, avec les éléments dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, comme le précis grammatical ou encore les exercices de lexique, de grammaire et de points de langue. Voilà, ça ce sont des fiches méthodologiques transversales et qui viennent, je pense, en bon contrepoint avec les activités méthodologiques qui, elles, sont axées sur chaque tâche finale. Voilà, pour ces éléments méthodologiques, je compléterai et je terminerai là-dessus aussi en reparlant du livre du professeur, puisque des éléments de méthodologie sont également proposés en complément dans le livre du professeur, qui vraiment vous apportera, je crois, beaucoup de bonnes idées. Je crois que je suis au bout des questions qui ont été posées ici. En revanche, ne vous arrêtez surtout pas de poser des questions. Vous êtes en lien avec les collègues qui travaillent au niveau de la maison d'édition, Maison des Langues, qui connaissent très très bien le manuel, qui ont travaillé avec moi et avec tous les auteurs pour sa création, sa rédaction. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions, ils reviendront vers vous avec plaisir. Si vous ne disposez pas encore des spécimens comme j'en ai ici, voilà le tout beau, tout nouveau manuel pour la classe de seconde et celui pour la classe de première. Si vous êtes déjà en train de les feuilleter, j'espère que ça vous plaît. Nous avons en tout cas mis tout notre cœur à les réaliser avec beaucoup d'envie, et puis on espère que ça va vous plaire. Si vous n'avez pas encore les spécimens, donc n'hésitez pas à revenir vers mes collègues de Maison des Langues qui vous les enverront avec plaisir et qui pourront aussi d'ailleurs vous proposer des présentations dans les établissements pour peu que vous preniez rendez-vous avec eux. Quant à moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en vous remerciant d'avoir participé à cet événement Facebook Live. Pour ceux qui le revoient un peu plus tard, eh bien, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette présentation. J'espère que Blockbuster vous intéressera et je vous souhaite tout le meilleur avec vos élèves. À bientôt.